si je vous disais que la map la plus célèbre de Counter-Strike est née par un type lambda, tout seul dans son coin, il y a plus de 25 ans? Il y a deux moments dans cette histoire qui vont vous surprendre. Le premier, c'est un mensonge. Un jeune créateur qui s'inspire d'un jeu encore secret, en espérant que personne ne le remarque. Le second, c'est un miracle. Une carte jouée des millions de fois qui n'avait même pas été testée avant sa sortie. Mais tout ça commence dans une chambre et une idée qu'on croyait sans avenir. C'est une carte que tout joueur de FPS connaît. Même ceux qui n'ont jamais touché à Counter-Strike l'ont vue quelque part. Elle fait partie de l'histoire du jeu vidéo au même titre que le premier niveau de Super Mario ou la carte Nuketown de Call of Duty. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Dust, cette carte mythique, est née dans la tête d'un seul mec. Un mec comme toi et moi, un mec qui n'avait pas prévu de créer une légende. Un désert brûlant, des murs couleur sable, érodés par le temps. Un silence lourd seulement brisé par des pas et le claquement métallique d'un chargeur qu'on enclenche. Cette carte, c'est un désert du Moyen-Orient. Dans un environnement poussiéreux au Maroc, un petit grain de sable, un simple concept que l'on pensait éphémère. Pourtant, cette idée, cette poussière, est devenue un véritable monument de Counter-Strike. Derrière chaque pavé et chaque coin de cette map se cache une aventure bien plus grande qu'il n'y paraît. Car Dust n'a pas été conçue dans un grand studio, par une équipe d'ingénieurs chevronnés. Non, elle est née dans l'esprit d'un seul homme, un passionné qui n'imaginait sûrement pas à l'époque qu'il allait créer un mythe. Mais avant ça, revenons un peu en arrière. David Johnston, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez déjà posé une bombe sur Dust 2, vous lui devez quelque chose. Né le 6 janvier 83 au Royaume-Uni, il s'est très tôt passionné pour les jeux vidéo et la conception de leur niveau. Comme tout adolescent responsable, il passait plus d'heures assis devant un écran à zoomer, lancer des grenades et capturer le drapeau qu'à faire ses devoirs. Dès ses 10 ans, il s'immerge dans la création de cartes pour des jeux comme Wolfenstein 3D, un jeu de tir à la première personne, un FPS comme Call of Duty ou Counter-Strike. Un jeu pourtant impossible à modifier, mais certains joueurs ont réussi à manipuler les fichiers du jeu pour créer leurs propres cartes. ID Software, les créateurs, ont donc décidé de laisser cette liberté aux joueurs. Pour leur nouveau jeu, ils ont mis à part dans un fichier les niveaux et les graphismes pour laisser la créativité des joueurs s'exprimer. Et c'est là qu'est sorti Doom, un jeu de tir à la première personne, un FPS comme Call of Duty ou Counter-Strike. Il affine ainsi ses compétences en level design, l'art de concevoir les environnements et les niveaux d'un jeu vidéo. En d'autres termes, c'est la création d'espaces où les joueurs interagiront, se déplaceront et vivront leur expérience. Cela englobe tout, depuis la structure du terrain jusqu'aux défis que les joueurs devront surmonter en passant par des éléments visuels, la disposition des ennemis et des objets. Dans un jeu vidéo sans un niveau bien conçu, vous vous promenez sans but, sans obstacle ni progression, le tout dans un environnement vide et monotone. Le jeu serait ennuyant et manquerait de direction. Le level design est ce qui donne du rythme et de l'émotion à votre expérience de jeu. Les pièces du niveau sont conçues pour que le joueur puisse se cacher, avoir un point de vue stratégique ou encore préparer des embuscades. Le but est de pousser le joueur à interagir constamment avec l'environnement. Un bon niveau ne se contente pas d'être joli. Il raconte une histoire et soutient la narration du jeu. Il faut un bon agencement des pièces, des couloirs, des zones ouvertes ou fermées. Un bon level designer sait alterner les espaces larges et ouverts où le joueur se sent libre et les zones plus confinées où le jeu devient plus tendu. C'est aussi une question de style visuel. L'atmosphère, les couleurs, la lumière, tous ces éléments sont cruciaux pour donner au joueur la sensation qu'il fait partie d'un autre monde d'un niveau à l'autre. Ici, dans Counter-Strike, chaque carte est une arène pensée avec soin pour équilibrer les forces des deux équipes. Avec le temps, David s'est mis à bidouiller les jeux qu'il aimait. Il ajoutait ses propres idées, changeait des trucs et en enlevait d'autres. Sans vraiment le savoir, il devenait ce qu'on appelait un modeur. En gros, un joueur qui modifie les jeux pour les transformer à sa sauce. C'est d'ailleurs de là que vient le mot mod, pour modification. Il découvre ensuite la 3D, avec le jeu Quake, un jeu de tir à la première personne, un FPS comme Call of Duty ou Counter-Strike. Il continue de créer ses maps, mais en relief cette fois-ci. Jusque-là, Doom et Wolfenstein étaient de faux jeux 3D.
ils utilisaient la technique de la 2,5D pour créer une illusion, faire croire aux joueurs qu'ils étaient libres de leurs mouvements. Pendant ce temps, notre cher Dave Johnston va découvrir un mode justement basé sur Quake. 3 amis vont modifier le jeu pour créer le tout premier Team Fortress, encore un jeu de tir à la première personne. Dave voit beaucoup de jeux émerger, et il crée des cartes un peu partout. Il n'a alors que 16 ans, joue à tous ces jeux, mais surtout à Team Fortress. Puis, une nouvelle entreprise apparaît, nommée Valve, un studio de jeux vidéo créé en 1996 par le fameux Gabe Newell et Mike Harrington. Ils créent le jeu Half-Life, et certains joueurs de ce jeu le modifieront pour donner naissance à un mode surnommé Counter-Strike. Ce mini-jeu indépendant a rapidement gagné en popularité, attirant l'attention de Valve. Les serveurs se remplissent, d'abord quelques dizaines de joueurs, puis des milliers, puis des millions. Ce qui n'était qu'un mode devient un phénomène. Dès sa deuxième bêta, le mode Counter-Strike de Half-Life devient l'obsession de Dave. Il décide donc de se lancer dans la création de CS Tire, une carte se déroulant dans une maison de retraite où a eu lieu une série de meurtres. Des enquêteurs ont été envoyés pour mettre la lumière sur ce mystère, mais les terroristes les ont pris en otage. Vous l'aurez donc compris, c'est une map CS à otage. Contre toute attente, cette carte est incluse dans la 3e bêta de Counter-Strike. Dès sa sortie, Counter-Strike devient viral. Les cybercafés, ces temples du gaming des années 2000, voient les joueurs s'y ruer pour des parties énergiques. Chaque round est une montée d'adrénaline. Un 1v5 retourné, une bombe désamorcée à la dernière seconde, une équipe qui joue son avenir sur un simple eco-round. 6 ans après avoir commencé ses premières cartes, Dave est assis devant son écran, dans sa chambre, absorbé par un projet qui lui semblait être un simple passe-temps. Il ne se doute pas qu'il est en train de poser les bases d'une des maps les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Nous sommes à la fin des années 90, une époque où Internet commence à tisser sa toile à travers le monde. Parmi eux se trouve notre David, un adolescent britannique dont le nom, bien que méconnu du grand public, est maintenant gravé dans l'histoire du jeu vidéo. Et la carte qu'il est en train de concevoir, c'est Dust. Johnston n'a pas inventé Dust à partir de rien. L'idée lui vient d'un souvenir. Il se souvient de ses heures de jeu sur Team Fortress, et Valve, justement, annonce Team Fortress 2. Le problème, c'est que la sortie de ce jeu est beaucoup trop longue. De temps à autre, les développeurs donnent quelques images en avant-première, et c'est là que Dave va être frappé par 2 captures d'écran en particulier. Pendant ce temps, Jess Cliff, le co-créateur de Counter-Strike, remarque son talent, et le met en relation avec Chris Ashton, alias McMahon. C'est ce qu'on appelle un artiste de texture. Il crée des images qui recouvrent les modèles 3D pour leur donner un aspect réaliste ou stylisé. Ces textures peuvent représenter tout ce qui est visible dans un jeu, comme des surfaces de murs, de sol, de personnages, de vêtements ou d'objets. Ensemble, ils entreprennent de créer une nouvelle carte. Mais l'influence de Team Fortress est trop forte. Dave demande à Chris des textures similaires à celles qu'il a vues dans les captures d'écran de Team Fortress 2. Chris, sans se laisser décourager, fournit des textures magnifiques. Et c'est là qu'il va créer une carte qui ressemblera aux images en avant-première de TF2. En s'en inspirant, il pouvait enfin prétendre jouer à ce jeu avant tout le monde, même si ce n'était pas vraiment le cas. Mais quelque chose n'allait pas. Il se sentait coupable. TF2 n'était même pas encore sorti qu'il était déjà en train de voler tout l'effort que Valve avait investi dedans. Il se pose alors longuement des questions sur son projet, mais finalement, il se dit que Valve ne verra pas d'un mauvais œil que je crée une petite carte pour un petit mode de leur petit et unique jeu publié. Une carte que peut-être seulement quelques personnes joueraient. Il faut que je continue. La conception de Dust progresse, avec une attention particulière apportée aux détails architecturaux. Dave intègre des arches distinctives qui séparent les zones principales de la carte, offrant à la fois une esthétique unique et des points de passage stratégiques pour les joueurs. Ces arches deviennent rapidement l'une des signatures visuelles de Dust. Il voulait quelque chose de simple, de clair et surtout de fluide pour le gameplay. Inspiré par les architectures moyen-orientales et les environnements désertiques,
il commence à esquisser les grandes lignes d'un espace de combat qui deviendra une légende. Mais il y a un problème. Comment rendre une carte non seulement belle, mais surtout parfaitement équilibrée pour un mode compétitif? Derrière les meilleurs designs, il y a des échecs, des ajustements subtils qui transforment une bonne idée en chef-d'œuvre. À une époque où les cartes de FPS étaient souvent des labyrinthes déséquilibrés, il introduit une structure qui va devenir la norme dans le monde du level design. Un design symétrique mais asymétrique. Dust est conçu pour être juste pour les deux équipes, tout en leur offrant des chemins uniques et des points de tension naturels. Des angles de tir stratégiques avec des couloirs, des recoins qui ont été pensés pour offrir des duels équilibrés. Et une lecture visuelle immédiate avec peu de détails inutiles, des couleurs sobres et un environnement qui sert directement le gameplay. Il teste, ajuste, recommence. Il simplifie et affine jusqu'à obtenir une carte fluide, rapide et sans éléments superflus. Son objectif est clair, qu'un joueur puisse comprendre la carte en un seul coup d'œil. Malgré la carte presque terminée, il avait prêté très peu d'attention au gameplay principal. Dust allait devenir l'une des toutes premières cartes de désamorçage de bombes, un nouveau type de jeu qui devait être introduit en même temps que la carte elle-même. Toutes les cartes CS précédentes impliquaient un sauvetage d'otages. Personne n'avait joué à une carte de désamorçage auparavant, lui y compris, et il devait donc se fier à des suppositions et à de la logique pour placer les spawns et les emplacements de la bombe. Il commence alors à créer la carte par là où les counters-terroristes apparaissent, avec, juste à côté de leur spawn, le site B. La map est constituée d'un site A plutôt excentré du reste de la carte, qui nécessite OCT de traverser le mid pour aller le protéger. Un peu plus loin se trouve un tunnel qui mène jusqu'au spawn des terroristes. Quelques jours après l'avoir terminé, la carte est ajoutée officiellement par les créateurs de CS dans le jeu le 5 novembre 1999 dans la version bêta 4.0, et c'est directement l'une des maps les plus jouées de Counter-Strike. Ce vendredi 5 novembre 1999, la bêta est sortie pendant qu'il dormait. Le samedi matin est arrivé, et lui, sautant le petit déjeuner, s'est précipité pour télécharger la nouvelle bêta, comme tout le monde l'avait fait des heures auparavant. Il y avait déjà des centaines de serveurs et sur eux, des milliers de personnes plantées et désamorçaient des bombes sur la carte qu'il avait conçue, alors qu'il n'avait même pas pu encore y jouer lui-même. Il semblait que le désamorçage de bombes était un succès, et des milliers de joueurs appréciaient déjà le changement de rythme par rapport aux cartes de sauvetage. Mais qu'en est-il de Dust ? Eh bien, ce jour-là, le premier serveur Dust 24/24, 7 jours sur 7 est apparu, et les joueurs semblaient déjà l'apprécier. Le succès de cette carte est immédiat. Les joueurs apprécient la simplicité et l'équilibre de la carte, qui offre des affrontements intenses et stratégiques. Elle est responsable de millions de morts virtuelles, d'explosions de bombes et de désamorçage. Lorsque Counter-Strike devient un phénomène mondial, Dust en est le cœur battant. Elle traverse les versions du jeu sans jamais disparaître. Elle est jouée dans les cybercafés bondés d'adolescents fébriles, dans des compétitions e-sport aux enjeux colossaux, dans des chambres d'étudiants plongés dans l'obscurité. Elle devient un repère universel, un langage commun entre joueurs du monde entier. En avril 2000, Valve a acheté Counter-Strike et obtenu les droits d'inclure Dust dans une version physique en boîte du jeu. Il était difficile de croire que cette petite carte, qu'il avait créée pendant son temps libre, moins d'1 an auparavant, apparaîtrait sur les étagères des magasins. Pourtant, le 1er novembre 2000, quelques jours avant le premier anniversaire de Dust, c'est là qu'elles étaient. Il avait alors 17 ans et Dust était sa première œuvre publiée. Et bien sûr, en fin de compte, je dois remercier Valve Software pour l'idée que j'ai volée en premier lieu, et sans laquelle rien de tout cela ne serait jamais arrivé. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Une réplique de Dust est faite dans Minecraft, une autre dans le sable. Malgré le succès de Dust, Johnston hésitait à créer une suite. Il craignait de ne pas pouvoir reproduire l'alchimie qui avait fait le succès de la carte. Il commence alors à créer une carte un peu moins connue des nouveaux joueurs, mais emblématique des anciens. Cette carte, c'est Cobble. Cobblestone est né du désir de créer une carte basée sur un château. Chris Ashton, l'artiste derrière les textures de Dust, lui a fourni les textures adaptées. Mais Dave, selon lui, a commencé à créer un immense château qui s'est avéré totalement inadapté. Il a essayé d'imiter son propre travail sur Dust, mais même des années après, il le considère toujours comme un échec. Pour lui,
La taille des bâtiments et des objets sont irréalistes, ce qui fait paraître les joueurs minuscules en Cobble. Bien que jamais aussi populaire que Dust ou Dust 2, Cobble est resté un favori parmi les joueurs et fait partie des 5 cartes CS les plus jouées de l'histoire. Donc, pour les joueurs, ce n'est pas un échec. Créer la suite de la carte FPS la plus jouée au monde relevait presque de la folie. Comment rivaliser avec un monument comme Dust quand des millions de joueurs attendaient déjà l'eau à la bouche quelque chose d'encore meilleur? Johnston, son créateur, voulait d'ailleurs éviter de l'appeler Dust 2. Dans son esprit, il était convaincu que personne ne lâcherait jamais la première version. Pourtant, poussé par les attentes insatiables de la communauté et par son propre désir de repousser les limites, il accepta finalement le défi en 2001. Dust 2 est né d'un pari audacieux. À vrai dire, elle n'aurait même pas dû exister. Johnston se répétait sans cesse que tenter d'égaler Dust serait aussi absurde que d'essayer de recréer une œuvre d'art parfaite. Mais il tenta tout de même sa chance. Créer Dust ressemblait à un exercice d'équilibriste. Johnston devait préserver l'âme du Dust tout en apportant un vent de fraîcheur pour ne pas tomber dans une pâle copie. Son premier défi était de saisir ce qui faisait vraiment battre le cœur de Dust. Il décida alors d'explorer chaque détail qui rendait la carte unique. Il y a tout d'abord les arches. Ces passages élégants étaient comme les portes d'un temple, séparant clairement les zones de combat tout en invitant à découvrir ce qui se cache derrière chaque ouverture. Puis venaient les chemins pavés, ces artères de pierre qui guidaient subtilement les joueurs vers les objectifs. Sans eux, Dust ne serait qu'un désert confus, où les joueurs novices erreraient sans fin. Et enfin, il y a le soleil, ce maître du ciel qui ne cessait de changer de position, étirant ses ombres comme des fantômes à chaque nouvelle version de Counter-Strike. Johnston savait que cette lumière était essentielle pour donner à la carte sa fameuse atmosphère désertique. Pour que les joueurs fassent instinctivement le lien entre Dust et sa suite, certaines parties furent copiées, presque au détail près. Mais Johnston devait encore cocher 2 cases essentielles. Créer un espace pour les duels intenses au corps à corps et un autre pour les longs duels à la WAP. Dust répondait à ces exigences avec la zone centrale et son passage souterrain. Sa suite devrait proposer une expérience aussi équilibrée pour satisfaire tous les styles de jeu. Après un long travail, Johnston resta pourtant profondément déçu du résultat du bomb site B. Trop simple, trop vide. Seulement quelques caisses dispersées, sans charme particulier. Il manquait cruellement d'une touche finale. Et c'est à ce moment qu'il invita Brian Martell, le futur créateur du célèbre Borderlands, à donner son avis. Celui-ci eut l'idée lumineuse d'ajouter des flèches visibles indiquant les sites de bombes. Cette simple suggestion transforma radicalement l'expérience des joueurs et devint rapidement un standard sur toutes les cartes officielles de CS. Malgré tous ses efforts, Johnston restait convaincu que Dust 2 ne serait qu'un pâle reflet de Dust. Mais l'histoire lui réservait une surprise. Jess Cliff, co-créateur de Counter-Strike, insista pour que Dust 2 soit intégré officiellement au jeu. Cette carte, devenue culte grâce à sa forme en 8, est aujourd'hui un passage obligé pour tout joueur de Counter-Strike. C'est là, sur ce sol mythique, que l'expression légendaire fut immortalisée dans une célèbre vidéo russe où des joueurs fonçaient tête baissée vers le site B, animés par l'envie brute de tout renverser sur leur passage. Puis, quelques années plus tard, une parodie de ce Rush B, mis en musique, a atteint les 2,5 millions de vues. So just grab a gun and press it. Comme radio need to trust me. Let's go Rush B. On upside B. So cahier pas l'idée na houille plat. Let's go Rush B. Depuis sa sortie, Dust 2 est devenue plus qu'une simple carte de jeu. Elle est le théâtre de compétitions internationales, le terrain d'entraînement de millions de joueurs et une référence incontournable dans le monde des FPS. Même après 2 décennies, Dust 2 reste une carte centrale dans les tournois de Counter-Strike. Au fil des ans, elle a subi plusieurs mises à jour pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des joueurs. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies et de nouvelles générations de joueurs, Dust 2 continue d'évoluer, prouvant que même les légendes doivent s'adapter pour perdurer. En parlant de légendes, voici quelques moments légendaires qui seront des souvenirs à jamais sur cette map. Nitro does have a Molotov and another smoke, so it could be really rough for Simple to actually get through this. He's going to throw the AWP in. Oh my god! Simple, what is happening? It is too late. Garrett is going to be waiting. Hiko charges in, doesn't check. Oh, what? Oh my god! Inhuman reactions!
Hiko! Down, there's the flash, that's going to catch Crims out, they're going to push on through, MBK gets one, but Crims with a spray down, he gets himself the triple! Kenny S. Oh my god, Kenny S with 3 insane kills, and he has time. Wait, are you telling me he's gonna win the round? Has he got time? Yeah, he's got time. Lancé avec Counter-Strike 1.1 en 2001, Dust 2 est rapidement devenu la carte la plus jouée de l'histoire des FPS. Des millions de duels se sont déroulés sur ce sol poussiéreux, créant des souvenirs impérissables pour des générations de joueurs. Même ceux qui n'ont jamais joué à CS reconnaissent immédiatement ses lignes, son double porte au mid, son long A iconique. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelque part, un autre level designer est en train de travailler sur une carte qui deviendra la prochaine Dust 2, sans même s'en rendre compte. Lorsque Dust est intégrée à Counter-Strike, elle change instantanément le jeu. Les joueurs l'adorent pour sa simplicité et son rythme nerveux. Elle devient le champ de bataille favori des compétitions. Johnston, lui, n'avait aucune idée de l'ampleur de son impact. Il n'avait pas créé Dust pour la gloire, mais par passion. Pourtant, il venait d'écrire l'histoire du level design. Puis en 2017, un coup de tonnerre. Valve retire Dust 2 des compétitions officielles pour la remanier. La communauté gronde, et lorsque la nouvelle version refait surface, plus moderne mais toujours fidèle à l'originel, c'est un soulagement. Aujourd'hui, plus de 25 ans après sa création, Dust reste une référence absolue. Elle a inspiré des centaines de maps, des millions de joueurs et a fait partie de la mémoire de toute personne ayant joué à CS une fois dans sa vie. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, Dust et sa version améliorée Dust 2 restent des incontournables du jeu vidéo. Des millions de joueurs s'affrontent encore sur cette carte. Preuve que les bonnes idées ne vieillissent jamais. En étant souvent la première carte que les joueurs découvrent, Dust 2 est une map qui est difficile pour Valve de supprimer. Elle est Counter-Strike à elle-même. Et tout ça grâce à un adolescent qui, dans sa chambre, voulait juste faire une carte fun à jouer. Et si demain, les serveurs de Counter-Strike s'éteignaient? Si un jour, plus personne ne posait les pieds sur Dust 2? Il resterait une certitude. Cette poussière ne retombera jamais. Et aujourd'hui encore, plus de 25 ans plus tard, Dust continue de vivre. Elle a traversé les époques, s'est métamorphosée avec le temps, mais n'a jamais disparu. Car une légende ne s'efface pas. Elle s'imprime dans les mémoires, elle devient une histoire qu'on se raconte. Un lieu qui n'existe pas, et qui pourtant, quelque part, nous appartient à tous.